À travers cette vidéo qui va vous permettre de construire votre premier programme graphique, j'aimerais vous montrer la différence entre la logique de la programmation procédurale que vous avez vue jusqu'à maintenant et la programmation événementielle qu'on va donc commencer aujourd'hui. Donc je vous présente d'abord un programme en procédural classique. Alors le code est déjà écrit, je vous l'explique rapidement. Le but c'est qu'on va ensuite le transcrire en événementiel. Donc quel est le fonctionnement de ce programme? Eh bien on va boucler sur la saisie d'un choix. Et ce choix va être présenté dans un menu où vous voyez on propose soit d'ajouter deux nombres, soit de multiplier deux nombres, soit de quitter avec 0, puis on saisit dans la variable choix le choix de l'utilisateur, et à partir de là, on efface l'écran, et puis si choix est égal à 1 ou 2, c'est-à-dire qu'on demande de faire une opération soit d'ajout, soit de multiplication, il faut forcément saisir d'abord deux nombres, et ensuite, si choix est égal à 1, on affiche nombre 1, le contenu du premier nombre saisi plus le contenu du deuxième nombre saisi égal, et on affiche l'opération. Si choix est égal à 2, à ce moment-là, on fait l'opération avec la multiplication. Alors il y a une petite erreur sur le if, voilà. Et on continue à boucler. Donc vous voyez un exercice, un exemple de programme extrêmement simple, mais c'est parce que ensuite on va le transcrire en événementiel. Alors si je lance l'exécution pour voir ce que ça donne en procédural, on obtient donc l'affichage du menu qu'on a dans le code. Alors si jamais je tape 1, à ce moment-là, on me demande de saisir un premier nombre, donc par exemple 45, un deuxième nombre, je vais rentrer 23, et il m'affiche, vous voyez, 45 plus 23 égale 68, et il me réaffiche le menu. Donc si je choisis, je peux rechoisir si je veux l'option 1, et je suis obligé de ressaisir deux nombres. Alors si j'avais envie de faire 45 plus 10 au lieu de 45 plus 23, bah, je suis obligé quand même de retaper 45 et il m'affiche 45 plus 10 égale 55. Si j'ai envie maintenant de passer à la multiplication, bah, je peux faire par exemple 12 fois 3 et j'obtiens 36, etc. Je peux le faire autant de fois que je veux. Ceci dit, à chaque fois donc je ressaisis les deux nombres pour lesquels je veux faire l'opération, et puis quand j'ai fini, quand je ne veux plus rien faire, je tape 0 et le programme se termine. Voilà. Quand on est dans du procédural classique, on ne choisit pas l'ordre d'exécution des opérations. Alors vous allez dire, oui, j'ai choisi 1 ou 2. Oui, mais j'ai choisi au moment où on m'a demandé de choisir. Mais à aucun moment, je pouvais dire, par exemple, bon, ben 45, j'ai envie de l'ajouter d'abord à 10, puis de le multiplier par 3, puis sans modifier, par exemple, la valeur de 45. Donc, il y a quand même un ordre préétabli des commandes qui s'exécutent quand on est en procédural classique. Maintenant, on va essayer de refaire le même programme dans un environnement graphique et surtout un environnement événementiel, où là, l'ordre d'exécution dépend en fait de l'utilisateur. Alors, pour créer un programme en événementiel, en mode graphique, vous faites fichier nouveau projet, et cette fois, au lieu de prendre, alors vous êtes toujours en Visual C# Bureau classique Windows, mais au lieu de prendre application console, vous allez prendre application Windows Form. Donc je vous le montre cette fois-ci. Après, évidemment, les fois suivantes, je ne remontrerai pas comment créer un projet graphique. Donc là, on va l'appeler, c'est opération, mais je vais l'appeler Windows, celui-là, puisque c'est un projet qui va être fait dans un environnement graphique. Et là, il va donc me générer un projet, mais alors attention, évidemment, il n'y a pas du tout la même tête que les projets qu'on a fait jusqu'à maintenant, puisqu'on obtient directement une fenêtre dans laquelle je vais pouvoir placer des objets graphiques. Alors, donc on a cette première fenêtre qui apparaît, on n'atterrit même pas dans le code, mais ne vous inquiétez pas, on va y aller dans pas longtemps. La première chose qu'on va faire, généralement quand on crée un projet graphique, c'est qu'on construit l'aspect graphique du projet avant d'écrire le code correspondant. Alors pour cela, vous avez un certain nombre de choses qui vous permettent de faire cette construction. Et vous avez entre autres, vous voyez à gauche, boîte à outils, et si je clique dessus, la boîte à outils s'ouvre. Alors donc si je clique, elle se ferme, si je clique, elle s'ouvre, voilà. Et dans cette boîte à outils, vous avez accès à un certain nombre d'objets graphiques, d'outils graphiques qui vous permettent donc de construire votre fenêtre. Alors,
le premier qui s'ouvre normalement, c'est les contrôles communs. Bon, si ça ne s'ouvre pas, vous voyez, on peut fermer et ouvrir à tout moment un groupe de contrôles. Donc les contrôles communs, on retrouve entre autres le bouton, la case à cocher, la zone de texte, la possibilité d'insérer une image, etc. Donc il y a quand même pas mal des listes, etc. Donc il y a pas mal d'objets graphiques simples qu'on peut intégrer. Qu'est-ce qu'on a comme autre groupe intéressant? Ce sont les conteneurs qui permettent de regrouper des objets graphiques. Par exemple, on aura l'occasion de voir le group box qui permet donc d'intégrer à l'intérieur d'un même group box plusieurs objets graphiques. Vous avez aussi, par exemple, les menus et barres d'outils que vous pouvez intégrer, donc menu trip, etc. On n'aura pas l'occasion d'utiliser les menus. Vous avez la possibilité d'avoir des composants pour les impressions, pour les print documents, etc. Les boîtes de dialogue, où vous pouvez accéder par exemple aux fichiers qui sont sur votre disque. Alors ça, on va avoir l'occasion de l'utiliser. Etc. Donc dans un premier temps, nous on va faire simple, on va utiliser les contrôles simples. Alors, comment intégrer un contrôle dans votre fenêtre? Eh bien, il suffit de cliquer dessus. Donc là, vous l'avez sélectionné. Alors, le plus pratique, c'est de refermer la boîte à outils pour pouvoir voir la fenêtre. Et là, vous voyez, il y a une petite croix. Il attend que vous ouvriez votre contrôle graphique. Donc là, j'ai sélectionné un bouton, il me le rappelle avec le petit dessin. Si je clique, que je garde le doigt appuyé et que j'ouvre, j'obtiens le contrôle graphique correspondant. Celui-là, je peux le déplacer en cliquant dessus, en gardant le doigt appuyé, je peux le mettre où je veux, je peux changer sa taille à tout moment. Et je peux faire ça aussi par les propriétés. Alors, une fois qu'un objet graphique est placé, il est sélectionné, on le voit qu'il est sélectionné parce qu'il y a les petits points tout autour. Vous voyez, si je clique ailleurs, il est désélectionné. Si je reclique dessus, il est sélectionné. Eh bien, vous voyez à droite, vous avez la liste des propriétés de cet objet graphique. On a déjà vu cette notion de propriété par rapport à une variable, par rapport à quelque chose d'un peu complexe. On avait eu l'occasion de manipuler, par exemple, des propriétés pour obtenir, par rapport à la classe math, pour obtenir la puissance ou ce genre de choses. Donc là, on a une liste de propriétés. Et ces propriétés vont jouer donc sur ce bouton. Donc pour ce bouton, on peut changer par exemple le texte qu'il y a dans le bouton. Et ça, c'est la propriété de texte. Donc là, au lieu de mettre button, je vais mettre par exemple ajouter. Et vous voyez, le ajouter, c'est mis à l'intérieur. Vous pouvez voir les propriétés classées par catégorie, comme c'est le cas ici. Donc l'apparence de la propriété, le comportement, le design et puis la disposition, etc. Vous pouvez aussi les classer, les propriétés par ordre alphabétique. Donc là, on a toutes les mêmes propriétés par ordre alphabétique, excepté que vous avez le name en tout début, parce que c'est le nom, un petit peu comme un nom de variable, on donne un nom à un objet graphique. Donc généralement les noms, alors comme pour une variable vous pouvez donner le nom que vous voulez, mais normalement on essaye de donner des noms parlants et qui respectent aussi une charte de noms au niveau graphique. C'est-à-dire que normalement les 3 premiers caractères sont en minuscules et représentent le type de l'objet. Donc pour les boutons généralement on met BTN, pour les zones de texte on met TXT, etc. Et puis après avec une majuscule vous mettez le nom réel, donc on va mettre par exemple btn add parce que c'est un bouton qui va permettre d'ajouter. Voilà, donc là vous avez nommé. Alors le but, maintenant qu'on a vu un petit peu comment placer un objet, comment le redimensionner, comment modifier des propriétés, le but c'est qu'on va essayer de construire la fenêtre suivante. Donc je vous montre l'exemple de la fenêtre. Donc on va avoir 2 zones où on va pouvoir saisir les fameux nombres par rapport à notre exercice précédent. On a les touches d'ajout et de multiplication
Et puis, on peut même s'amuser à mettre des images pour pouvoir, par exemple, vider les zones et pour pouvoir arrêter l'application, par exemple. Et là, on aura à chaque fois le résultat qui s'affiche, dès qu'on clique sur plus ou sur multiplier. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est placer ces différents objets graphiques. Donc là, j'ai besoin de 4 boutons. Alors, j'ai fait déjà le bouton ajouter. Alors, c'est pas ajouter que je veux dedans, je veux en fait le plus. Donc, je vais mettre le signe plus. Et puis, vous voyez, il est un peu petit, mon plus. Alors, j'aimerais le grossir. Et ça, je peux avec en touchant aux fontes. Donc là, vous voyez la propriété fonte qui contient des sous-parties. Si je clique sur plus, j'ai les sous-parties de la propriété fonte. Donc je peux mettre par exemple 20 pour le size. Hein, et vous voyez, le plus est devenu un peu plus gros. Donc là, je vais continuer à construire en mettant donc les objets suivants. Alors j'ai besoin de mettre mes 2 zones de texte. Donc je vais mettre une première zone de texte. Alors c'est textbox pour pouvoir mettre des zones de texte. Je vais en mettre une première légèrement décalée. Alors après, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que on a des repères, vous voyez, pour pouvoir aligner les différents objets graphiques. Donc ça va être bien intéressant. Cette première zone de texte, ça va permettre de saisir la première valeur. Je vais l'appeler txt valeur 1. Voilà. Je vais devoir mettre une... Alors, je veux, vous voyez, le curseur est à droite. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que l'alignement du texte soit à droite. Et ça, c'est avec la propriété texte aligne, vous voyez, qui est à left par défaut. Et bien là, je vais le mettre à right. Voilà. Donc, je vais faire exactement la même chose pour la deuxième zone de texte. Donc je vais placer ma deuxième zone de texte en dessous de la première. Je vais même l'aligner parfaitement, voilà. Et je vais pareil lui dire qu'elle s'appelle txt valeur 2. Et je vais la mettre en texte align right. Voilà, alors à tout moment vous pouvez enregistrer, hein, comme d'habitude avec CTRL S. Alors je vais mettre la troisième zone de texte, c'est le résultat, donc je mets une textbox un peu plus bas. Alors là aussi, je vais l'aligner parfaitement, voilà, et je l'appelle txt result. Et pareil, je vais l'aligner à droite. Donc, texte aligne right. Voilà pour mes zones de texte. Ensuite, j'ai le signe égal qui apparaît ici. Alors là, ça va être juste un petit label. Les labels sont des zones de texte qui ne sont pas... enfin, on ne saisit pas dans ces zones. Hein. C'est juste pour afficher du texte. Donc, je vais rajouter un label que je vais mettre ici et dans lequel, alors après je changerai sa taille, donc dans la partie texte du label je mets juste le signe égal. Alors là aussi je vais changer sa taille, donc dans le font size je vais mettre 20 aussi, voilà. Alors tout est... Voilà, bon, je vais tout décaler un petit peu. On peut sélectionner, vous voyez, plusieurs objets en même temps. Et du coup, les faire bouger avec les flèches pour les positionner un peu comme on veut. Voilà, parfait. Alors, si j'essaye de respecter cette présentation, vous voyez, le plus, il va être un petit peu plus grand. Là, je l'ai fait peut-être un petit peu trop large. Ok. Alors, à partir de là, je vais... Alors, la multiplication, en fait, ça va être un label... vous avez remarqué que je n'ai pas changé le nom de ce label. Je l'ai laissé en label 1 parce que tous les labels qui sont en dur et qui ne seront pas modifiés
au niveau de votre code, il n'y a pas trop de raison de changer leur nom. On met des noms spécifiques sur des variables, hein, en quelque sorte, sur des objets qui vont vraiment être importants au niveau du code. Donc j'ai besoin de rajouter un label pour pouvoir mettre le signe multiplié, et vous doutez bien que le signe multiplié, il s'affichera quand je clique sur multiplier, et puis ça sera le signe plus, hein, l'addition, qui s'affichera quand je clique sur addition. Donc ce label-là, par contre, il a un rôle au niveau code. Alors je vais l'ajouter ici. Donc alors je vais lui donner un nom, je vais l'appeler LBL opération. Voilà. Et ce label, je vais lui donner aussi une taille, donc un font size, que je vais mettre aussi à 20. Alors évidemment, là c'est un peu gros, mais c'est parce que j'ai pas changé le texte. Alors imaginons que je mette plus. Et là ça passe mieux tout de suite au niveau de taille. Alors je vais le déplacer. Voilà. Alors, sachant que évidemment au début, je viderai, hein, là c'était juste pour voir un petit peu la taille, je viderai cette zone au moment où on fera le début du programme, hein, parce que ça ne sera pas forcément plus. Alors maintenant, il me reste à ajouter 3 boutons. Alors, je vais commencer par le bouton de la multiplication. Et après, j'alignerai un peu tous ces objets graphiques. Donc, le bouton de la multiplication, j'aimerais qu'il soit aligné sur le plus, voilà. À l'intérieur, dans la zone de texte, je mets un X majuscule, très bien, ou minuscule, on verra la taille. Donc là, je vais mettre taille 20. Vous voyez, du coup, c'est peut-être un peu grand, donc je vais mettre au niveau du texte un X minuscule plutôt. Voilà, bon. Ensuite, au niveau de la hauteur du bouton, j'aimerais bien qu'il soit de la même hauteur que l'autre. Donc, vous voyez, je peux déplacer comme ça et repositionner ici. Ok. Bon, maintenant il me reste 2 boutons à ajouter, hein, pour la gomme et effacer. Alors un bouton pour effacer que je vais mettre ici. À la bonne hauteur. Alors tout ce qui est hauteur, taille, etc. on peut directement, vous voyez, dans le size, on peut toucher j'ouvre le size, la largeur et la hauteur. D'ailleurs, je pourrais très bien, ici vous voyez, il y a 39,45. Ici, il y a 38,45. Alors ça serait bien que ce soit les deux mêmes valeurs. Donc si je mets ici 45,45, voilà, alors ça sera mieux comme ça. Pareil, 45,45 pour ce bouton là. Et je vais faire la même chose pour ce bouton. Hop. Donc 45,45. Et ce sera pareil pour le dernier bouton. Alors ce bouton, il doit contenir un dessin cette fois-ci. Alors comment on fait pour ajouter un dessin? Eh bien là, il faut aller sur... donc je suis sur le bon bouton. Il faut aller sur l'image. Donc on doit pouvoir ajouter une image. Voilà, image. Vous cliquez sur les 3 petits points. Et là, vous obtenez une fenêtre qui vous permet soit d'utiliser une ressource locale où il faut éviter, soit vous pouvez directement faire importer et ça va être importé dans les ressources de votre projet. Donc si vous faites importer, vous allez directement sur votre disque chercher à l'endroit où vous voulez l'image. À ce moment-là, vous prenez l'image, alors que vous pouvez récupérer sur internet, que vous pouvez redimensionner, enfin à vous de voir. Donc là, je sélectionne l'image et vous voyez, il s'est ajouté dans les propriétés, dans les ressources de mon projet. Et si je fais OK,
à ce moment-là, vous voyez, l'image s'est mise sur le bouton. Alors, il y a marqué aussi bouton 2. Ça, c'est la partie texte, parce qu'effectivement, j'ai laissé du texte sur le bouton. Il suffit que je supprime ce texte. Et là, on n'a plus que l'image de la gomme. Alors, ce bouton, il faut aussi le renommer. Donc, celui-là, on va l'appeler BTN effacé. D'ailleurs, est-ce qu'on avait correctement renommé celui-ci? Absolument pas. Donc on va le renommer la multiplication. Ça va être BTN mult, par exemple. Voilà. Il nous reste un dernier bouton à ajouter. Donc button. Et là, c'est le bouton pour quitter. Donc là, je place le bouton. J'essaye au moins de le positionner. Voilà. Et je donne sa dimension. Donc le size, je vais tout de suite mettre 45, 45 comme pour les autres. Voilà, comme ça il a la bonne taille. Je lui donne tout de suite un nom correct, donc ça va être BTN quitté par exemple. Et puis je vais vider la zone de texte puisque je vais lui mettre une image. Voilà, et là je vais dans Images. Et 3 petits points, je sélectionne soit une image déjà dans les ressources, soit je fais importer et je récupère une autre image qui s'est ajoutée dans les ressources. Je fais OK et l'image s'est placée sur le bouton. Alors il me reste à redimensionner, donc ça j'en ai plus besoin l'exemple, je peux fermer. Il me reste à redimensionner ma fenêtre, donc je vais la dimensionner, vous voyez, comme je veux, et changer aussi ce titre. Alors, à chaque fois que vous cliquez sur un objet, vous accédez aux propriétés. Si je clique sur la fenêtre, eh ben, j'atterris sur les propriétés de la fenêtre. Hein. Vous voyez qu'à chaque fois, vous avez en haut le nom de l'objet qui a été sélectionné, TXT valeur 1, et là, on a forme 1. Donc, je pourrais changer le nom d'ailleurs aussi. Donc là, sur cette fenêtre, je vais changer le texte et je vais mettre opération. Et vous voyez, le nom s'est affiché en haut. Voilà, on a construit notre fenêtre graphique. Alors l'air de rien, le design est déjà fait, on n'a pas de code, mais on a quand même le design de notre application. C'est-à-dire que si je lance l'application, je vais pouvoir déjà voir à quoi va ressembler la partie design de mon application. Et voilà, donc vous voyez, cette fenêtre, c'est vraiment la fenêtre d'exécution. Hein. Je peux la déplacer là, je peux cliquer sur les boutons, il ne se passe rien, c'est normal puisqu'on n'a pas fait de code. Je peux même cliquer ici et même rentrer du texte. Hein, et ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne. L'opération ne marche pas, évidemment. Hein, mais vous voyez qu'on a déjà le design qui est complètement fait. Maintenant, évidemment, on va passer à la partie code. Donc, je ferme la fenêtre et on va pouvoir coder. Alors, on fonctionne en événement. Parce que maintenant, c'est de la programmation événementielle. Donc, l'utilisateur va pouvoir faire ce qu'il veut au moment où il veut. C'est-à-dire que à tout moment, il peut cliquer sur plus, sur multiplier, sur la gomme ou sur quitter. À tout moment, il peut saisir des valeurs et donc quand il clique sur plus, il obtiendra l'addition, etc. Donc on ne le force plus à travers un menu à faire un choix puis à saisir à un moment précis et pas à un autre. Hein, dans la programmation procédurale, il était obligé de saisir après avoir choisi l'opération. Là, il peut saisir des valeurs à tout moment et changer l'opération quand il veut. Alors, pour créer du code, il faut que j'aille donc dans la partie code et que je crée ce qu'on appelle des événements. Donc, les événements vont être les suivants. On va commencer par le plus. Alors, pour créer un événement sur plus, il y a deux solutions. Je vais vous montrer d'abord la solution longue et ensuite la solution courte. Alors, la solution longue, c'est que comme quand vous cliquez sur plus, vous accédez aux propriétés, hein, soit par catégorie, soit par liste. Vous accédez aussi, regardez ce petit bouton, le petit éclair, ce sont les événements. Donc si je clique dessus, je vais obtenir les événements avec en premier l'événement le plus courant, c'est-à-dire celui qu'on va pouvoir obtenir en double-cliquant directement sur l'objet graphique. Et donc, à tout moment, si je double-clique sur un de ces noms-là, je vais créer un événement
qui peut être par exemple au moment où je fais un keydown, c'est-à-dire que j'appuie sur une touche quand je suis sur cet objet graphique, ou bien si je déplace ma souris sur l'objet graphique, si je déplace l'objet graphique avec un drag and drop, etc. Donc il y a énormément, vous voyez les mouse leave, mouse move, mouse enter, c'est par exemple l'événement si jamais je déplace ma souris et qu'il entre dans l'objet graphique, mouse enter, vous pouvez changer la couleur de l'objet graphique par exemple. Donc il n'y a pas que l'événement clic. Sur chaque objet graphique, il y a énormément d'événements qui peuvent être utilisés suivant les manipulations de l'utilisateur et qui peuvent déclencher des choses. Donc vous voyez toute l'ampleur des possibilités qu'on peut avoir. Alors, la façon rapide, c'est pas de double-cliquer sur l'événement ici, c'est de double-cliquer directement sur l'objet quand vous voulez utiliser l'événement le plus classique. Ça ne marche que sur l'événement classique. Si vous voulez un événement spécifique, vous êtes obligé de venir ici dans la partie événementielle. Donc là, si je double-clique, je rentre dans la partie code. Alors, jusqu'à maintenant, j'étais dans le form 1 design. Maintenant, je suis dans le format .cs, donc dans la partie code. Alors, regardez un peu à quoi ça ressemble. Vous avez toujours des using et vous avez un programme, disons un namespace, donc le programme général, on va dire le projet général opération Windows, qui contient un public partiel classe form 1. Alors, pourquoi c'est partiel? C'est parce que il y a une partie du code. Parce que là, vous allez voir que votre code à vous, mais il y a une partie du code qui a été déjà générée. Vous vous doutez bien qu'il y a du code généré lorsque vous créez votre environnement graphique. Quand vous avez placé les boutons, les zones de texte, etc. Du code a été généré. Et ce code-là, Visual Studio le cache en quelque sorte pour que vous évitiez de faire des bêtises dessus. Sinon, évidemment, vous ne pourrez plus voir la partie visuelle correctement de votre programme tant que vous ne l'aurez pas exécuté. Donc, on verra cette partie justement de code qui est caché parce qu'il est important que vous sachiez où se trouve cette partie et comment ça fonctionne. Ensuite, vous avez justement ce qu'on appelle un constructeur. On verra tout ça en détail quand on fera la programmation objet, mais en tout cas, une méthode, un module qui s'exécute automatiquement lorsque on crée justement cette première fenêtre. Cette fenêtre est créée au démarrage de l'application et qui appelle le module Initialize Component qui est dans la partie cachée que vous ne voyez pas ici. Et là, en double-cliquant, c'est cette méthode qui a été créée. Cette méthode qui a un nom spécifique, btn add, donc vous voyez le nom de votre objet graphique, tirer le nom de l'événement, donc c'est l'événement clic, et qui reçoit aussi des paramètres que dans un premier temps on ne va pas utiliser, mais on aura l'occasion plus tard de voir à quoi servent ces paramètres. Donc, tout le code que vous allez écrire ici va automatiquement s'exécuter lorsque la personne va cliquer sur le bouton. Alors vous allez me dire, mais comment il sait l'ordinateur? C'est parce qu'on a mis, c'est parce que c'est le nom de l'objet tiré le nom de l'événement? Alors non, ça suffit pas. C'est-à-dire que ne vous amusez pas, vous, à créer à la main les méthodes événementielles. Ça ne marchera pas. L'air de rien, du code a été créé en cachet pour que l'événement soit géré. Alors, il est temps d'aller faire un tour justement sur ce code caché pour que vous compreniez comment ça marche. Si je clique là-haut sur explorateur de solutions, là vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses au niveau de votre projet. Il y a les properties, on en verra plus loin, il y a déjà vos ressources où vous avez rajouté 2 images, gomme et quitter. Et puis vous avez form 1 CS avec la partie designer et votre programme CS. Donc là, dans form 1 designer, si je double-clique dessus, je rentre dans cette fameuse partie de code. Alors vous allez voir qu'il y a encore partial class. C'est la deuxième partie de la classe form 1, la partie qui est cachée, auquel vous ne devez absolument pas toucher normalement, parce que sinon vous risquez de tout casser. Et vous avez en particulier code généré par le concepteur Windows Form qui est fermé, vous voyez, qu'il va falloir ouvrir avec un plus pour voir son contenu. Vous retrouvez ici tous les objets graphiques que vous avez rajoutés. Vous voyez, btn add qui est de type button, txt valeur 1 de type textbox, etc. Et si j'ouvre ici la partie qu'il ne faut pas toucher normalement, vous allez retrouver
la création avec New, hein, vous vous rappelez, on avait utilisé ça pour les tableaux. Effectivement, dès que vous avez affaire à des choses un petit peu plus complexes qu'un type simple, et là c'est le cas puisque ce sont des objets, vous devez les créer avec New. On reviendra là-dessus en particulier dans la programmation objet, sachant que là, vous voyez, c'est fait automatiquement, donc vous n'avez pas à vous en inquiéter. Et vous voyez, vous retrouvez par des commentaires, hein, les différents objets graphiques que vous avez créés. Alors par exemple pour BTN Add, on retrouve par exemple le fait qu'on a choisi la taille 20 pour la partie fonte. Alors là on a la taille en point de la position de l'objet graphique. On a son nom, hein, le point name, hein, la propriété name ça va être BTN Add. On a sa taille, hein, qu'on avait définie en 45-45. Et puis, on a, voyé son texte, qui est le plus. Et il y a cette ligne-là qui s'est ajoutée quand vous avez double-cliqué. Et cette ligne, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, sur btn add.click, donc sur la propriété click de btn add, elle ajoute un event handler, c'est-à-dire une gestion d'événements, un écouteur d'événements qui va fonctionner en paramètre avec votre méthode btn add-click. C'est-à-dire que tout ce que vous allez mettre dans btn-click va être exécuté dès qu'il y a un événement sur le bouton btn add et que c'est un événement sur le clic du bouton. Donc cette ligne est importante, a été ajoutée automatiquement, et c'est cette ligne qui va permettre d'exécuter votre méthode. D'où le fait que, je reviens sur, je vais même fermer ce truc-là sans le modifier, je reviens sur forme 1 CS, et d'où le fait qu'il est important que vous ayez double-cliqué ou utilisé les événements directement dans la partie droite de l'écran pour pouvoir créer la procédure événementielle et que vous ne l'ayez pas tapé à la main parce que ça ne marchera pas, parce que vous n'aurez pas cette ligne d'Event Handler qui aura été créée dans la partie code du design. Bon, et bien maintenant, on va pouvoir commencer à écrire notre code. Alors, prenez l'habitude, comme d'habitude, de mettre des commentaires au début de chaque méthode. Donc là, vous pouvez mettre par exemple clic sur bouton ajouter et permet d'ajouter les deux nombres. Voilà. Et là, donc, ce qu'on veut, c'est... Alors, je reviens sur la partie graphique. Ce qu'on veut, c'est que quand on clique sur plus, ben, le contenu de ces deux zones soit mis automatiquement dans cette zone-là. Donc, au niveau du code, vous voyez qu'on peut passer facilement du code à la partie design. Donc, au niveau du code, moi, ce que je veux, c'est pouvoir gérer effectivement cet ajout. Alors, spontanément, il suffit d'utiliser les noms des différentes zones graphiques. Alors, je reviens sur la zone graphique. Cette zone-là s'appelle txt result, cette zone-là s'appelle txt valeur 2 et celle-là txt valeur 1. Donc, on aurait presque envie de faire directement txt result, et vous voyez, il me le propose d'ailleurs, égale txt valeur 1 plus txt valeur 2. Voilà. Et là, il n'est pas content. Alors, pourquoi il n'est pas content? Il me dit impossible d'appliquer l'opérateur plus aux opérants de type textbox. Et textbox, effectivement, on n'a pas affaire à juste des nombres ici. On a affaire à des objets graphiques de type textbox. Donc, ces objets graphiques, eh bien, quand je reviens sur la partie graphique, je vous rappelle qu'on a des propriétés. Txt valeur 1, il a tout ça comme propriété. Donc, quelle est la propriété qui m'intéresse? Eh bien, c'est ce qui est contenu dans la propriété texte. Alors là, je suis dans les événements, désolé, voilà, là, je suis de retour dans les propriétés. Donc, dans la propriété texte qui m'intéresse, qui va être remplie par l'utilisateur. Donc, cette propriété texte, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de récupérer son contenu. Alors, c'est ce que je vais faire. Je retourne dans la partie code. Et dans la partie code, je prends à chaque fois la propriété texte. Alors, vous voyez, si je fais point, il me propose les propriétés et méthodes qui vont derrière cet objet graphique. Donc là, j'ai texte. Pareil pour txt valeur 2, je vais récupérer la propriété texte. Et bien sûr, le résultat
je le mets aussi dans la propriété texte. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Si je fais cette opération-là, eh bien on va tout de suite voir hein, si plus ou moins ça marche. Et vous allez voir, il va se passer des choses bizarres. Donc, je lance l'exécution. Voilà la fenêtre qui s'ouvre. Et si je mets par exemple 45 et ici 3, et que je fais plus, et regardez ce qu'on obtient. On obtient 453. C'est pas trop la somme de 45 et 3. Par contre, vous l'avez bien compris, c'est la concaténation des deux zones. Et c'est logique, hein, puisque on a récupéré les parties texte qui sont forcément de type string. Donc si on fait plus, eh bien, il fait de la concaténation. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on parse ces valeurs pour pouvoir les ajouter de façon arithmétique. Alors, je vais les parser par exemple en flotte. Or, vous savez déjà faire, hein, ces parses, vous les avez déjà fait dans la programmation procédurale classique. Donc là, je fais un float.parse, si j'ai envie de mettre un nombre à virgule, hein, par exemple. Et là aussi, je fais un float.parse des deux valeurs. Alors, j'ai validé par erreur, voilà, .parse. Et une fois que j'ai fait un float.parse, évidemment, j'obtiens bien la somme de valeurs graphiques. Alors, il est toujours pas content, impossible de convertir implicitement le type float en string. Ça vient du fait que ici, je vais avoir un type float ajouté et j'essaye de l'affecter à une zone de texte qui est de type string. Donc, il faut que je transforme tout ça en texte. Et ça, c'est possible si je mets tout entre parenthèses. Et une fois que j'ai tout mis entre parenthèses, je fais derrière tout string. Donc on peut transformer à peu près n'importe quoi en string en faisant comme ça, hein, en mettant tout string derrière. Du coup, là, vous voyez, il est content et il va bien me transformer en string pour pouvoir mettre dans la partie texte de texter résulte. Alors, je reteste pour voir si l'addition fonctionne. Donc, je vais ressaisir des valeurs. Alors, je refais mon exemple avec 45 et 3. Et si je vais plus, vous voyez, cette fois-ci, il a bien fait 45 plus 3. Bon, mon petit label là qui contient plus, en réalité, vous êtes d'accord que si je clique sur multiplier, alors pour le moment il ne se passe rien, hein, puisque je n'ai pas encore géré la multiplication, mais j'aimerais bien que quand je clique sur plus, il y ait bien le plus qui s'affiche, quand je clique sur multiplier, il y ait bien le multiplier qui s'affiche. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je modifie, ou plutôt que j'ajoute une ligne de code ici, voilà, et que je modifie ce fameux label. Alors, comment il s'appelle ce label? On se remet dessus. C'est LBL, son nom, s'il vous plaît, c'est LBL opération. Donc, je reviens dans le code et je veux que, quand je clique sur plus, LBL opération.text prenne le signe plus. Donc, je lui affecte tout simplement le signe plus. Voilà. Alors, vous doutez bien qu'on va faire à peu près la même chose au niveau de la multiplication. Donc là, je double-clique pour créer automatiquement la procédure événementielle. N'oubliez pas, hein, ne faites pas un copier-coller de cette procédure-là en changeant juste le nom. Ça ne marchera pas puisque l'événement n'aura pas été généré. Là, je vais récupérer le cartouche. La seule chose que je vais dire, c'est que je clique sur le bouton multiplier. Permet de multiplier de nombres. Voilà. Et à l'intérieur, je vais avoir quelque chose d'extrêmement similaire. Donc je récupère le code. Je le mets ici. Et au lieu de plus dans le label, je vais mettre la croix. Et là, au lieu de faire une addition entre les deux, c'est une multiplication, tout simplement. Alors, on va pouvoir tester à nouveau pour voir si nos nouvelles opérations fonctionnent. Donc, si je rentre des valeurs, donc 47 et 6, et que je fais un plus, j'obtiens 53. J'ai le signe plus. Si je fais multiplier, eh bien, j'obtiens 6 fois 47 qui donne 282. Et vous voyez, le signe multiplier, c'est affiché. Et vous remarquez que j'ai pu faire multiplier sur les mêmes valeurs que j'avais additionnées. Hein. On est dans un contexte beaucoup plus souple,
que le contexte tout à l'heure en procédural où on était obligé de ressaisir. Là, je peux changer même une seule valeur. Par exemple, je peux mettre 7 au lieu de 47 et je fais multiplier et j'obtiens bien 6 x 7, 42. Et je peux faire plus et j'obtiens la somme des deux valeurs. Donc, c'est vraiment l'utilisateur qui décide. Alors, il ne me reste plus qu'à faire deux boutons, la suppression et quitter. Donc, pour cela, je vais gérer le fait de supprimer, de remettre à blanc. Donc, je retourne dans la partie graphique, je double-clique ici pour obtenir le bouton supprimer. Donc là, je vais mettre le cartouche correspondant. Clique sur bouton supprimer et vide les deux nombres de façon à éventuellement recommencer une opération complètement vide, blanche. Donc là, il suffit de faire txt valeur 1 point texte et je lui affiche une zone vide. Et pareil pour txt valeur 2 point texte. Ok, et enfin le bouton quitter. Alors, donc là, pareil, cartouche, clique sur bouton quitter, ferme l'application. Alors, je vous montre comment ça marche parce que c'est intéressant de le savoir, mais en général, on ne fait pas ce genre de bouton, c'est-à-dire qu'on ferme l'application avec la croix directement. En tout cas, pour fermer l'application, il faut passer par la classe application et appeler exit, la méthode exit qui permet de sortir de l'application. Voilà, alors on va pouvoir à nouveau tester. Donc si je saisis 25 et 2, je fais la multiplication, j'obtiens 50. Si je fais l'addition, j'obtiens 27. Si je fais la gomme, vous voyez, ça s'efface. Ah, j'ai oublié d'effacer le résultat, donc on effacera aussi le résultat. Et si je fais quitter, je sors de l'application. Donc il me manque effectivement ici le txt result point texte. Oups, point texte. Et je lui affecte aussi la chaîne vide. Le reste marchait. Alors, cette application, on va un tout petit peu l'améliorer. Vous êtes d'accord qu'il peut se passer des choses pas très sympathiques si j'essaye d'additionner ou de multiplier alors que je n'ai rien saisi. On va tout de suite s'en apercevoir. Donc là, je vais saisir une seule valeur et je fais plus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mon programme plante. Et effectivement, il me met un message d'erreur. Et il me dit qu'il y a un problème sur le format de la chaîne d'entrée. Donc le format de la chaîne d'entrée est incorrect. Et effectivement, pourquoi? Parce que j'essaye de faire un float.parse sur un txt valeur 2.text qui contient une chaîne vide, donc qui ne contient pas un nombre qui peut être parsé en float. Alors, comment on gère ce genre d'erreur? Il y a plusieurs possibilités. La possibilité que j'aimerais vous montrer aujourd'hui et qui est très utilisée, c'est tout simplement, on va partir du principe qu'on ne sait pas si la personne a saisi ou non quelque chose dans la case. Pire encore, elle peut très bien saisir des caractères au lieu de saisir des chiffres. Et à ce moment-là, dans tous les cas, ça va planter. Donc on ne peut même pas dire, je vérifie que la zone n'est pas vide, différent d'une chaîne vide. Ça ne suffira pas. Parce que la personne peut très bien saisir quelque chose d'incorrect. Alors, on fait dans ce cas-là ce qu'on appelle une capture d'erreur. C'est-à-dire pour éviter que le programme plante, on va capturer une erreur et faire des choses éventuellement s'il y a erreur. Et ça se fait avec ce qu'on appelle un try-catch. Donc je vais faire un try ici, j'ouvre l'accolade et l'accolade fermante, je la mets ici. Donc dans le try, je mets ce qui doit être tenté d'exécuter. Et si jamais ce qui est dans le try est susceptible de provoquer une erreur, eh bien je fais un catch. Alors le catch est une sorte de mini module qui contient un paramètre dans lequel je peux mettre un paramètre de type exception ou d'une sous-classe de exception. Il peut y avoir des tas d'autres, vous voyez dans la liste, il y a des tas de styles d'exception. On peut très bien capturer une exception précise, c'est-à-dire un type d'erreur précis. Si vous mettez juste exception, il va capturer
toutes les erreurs possibles, division par 0, par c'est impossible, ce que vous voulez. Et là, du coup, derrière, si je mets des accolades, eh bien, il va exécuter le contenu des accolades. Donc là, je pourrais faire quelque chose, afficher un message pour signaler le problème ou ce genre de choses, par exemple dire attention, les zones doivent être remplies. Si je mets rien, eh bien il ne va rien se passer, mais il n'empêche que le programme ne va pas planter. Et c'est ça qui nous intéresse effectivement, c'est d'éviter que le programme plante si jamais on n'a pas saisi au moins une valeur. Donc là, je vais pouvoir retester le programme pour voir si effectivement il ne plante pas. Voilà, donc là, je vais saisir à nouveau deux valeurs. Et si je fais ça, ça marche très bien. Par contre, si j'enlève une valeur, ou même, oui, voilà, j'enlève une valeur et que je fais multiplier, alors effectivement, il a fait l'erreur, ce qui est normal puisque je l'ai fait que sur l'addition et pas sur la multiplication. C'est pas très malin. Donc, évidemment, on fait la même chose sur la multiplication. Donc là, je refais un try catch à ce niveau-là. Et je fais exactement le même catch. Donc je vais récupérer la ligne ici. Alors avant d'exécuter, je vais en profiter pour faire une petite amélioration. Donc là, vous voyez au passage qu'il a mal décalé le code, donc en rajoutant l'accolade, il le décale correctement. Donc je vais faire une autre amélioration, c'est que ce que j'aimerais, c'est interdire de modifier le contenu de la zone résultat. Vous êtes d'accord que là, pour le moment, si j'ai envie de cliquer dans résultat, c'est possible. Et ça, on peut le faire facilement, on peut interdire en jouant sur la propriété enable. Donc je vais sur enable, donc là, on va aller sur la propriété enable, voilà. Et si je mets à false, eh bien on ne pourra pas écrire directement dans cette zone. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire directement dans le mode graphique. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer aussi? C'est vider le résultat si une des deux valeurs est modifiée. Parce que vous êtes d'accord que si jamais je modifie une valeur, tant que je ne clique pas sur plus ou sur multiplier, eh bien c'est dommage parce que je vais avoir un résultat qui ne correspond pas à la bonne valeur. Donc ça, c'est quelque chose qui va se gérer au niveau d'événements sur le changement, en fait, sur le text change de txt valeur 1 et txt valeur 2. Donc si je vais dans la partie événements et que je vais sur text change, qui est en fait l'événement par défaut d'ailleurs, donc du coup si je double-clique, j'aurai bien le text change d'office. Donc là, je vais préciser au niveau événementiel que c'est changement de valeur 1, de txt valeur 1, et là, vider le résultat. Donc là, donc là, je vais mettre tout simplement dans txt result.text, je vais lui affecter une chaîne vide. Alors ceci, je vais le faire aussi sur le changement de cette zone là, donc cartouche, ça va être pareil. Alors cette fois-ci c'est txt valeur 2 et je fais exactement la même chose, c'est-à-dire que je reprends la ligne qui consiste à vider txt résultat. Allez, on reteste pour voir si toutes les modifications qu'on a faites fonctionnent. Alors si je rentre une seule valeur et que je fais directement plus, vous voyez il ne se passe rien parce que l'erreur a été capturée. Si je fais multiplier, pareil, il ne se passe rien, alors que tout à l'heure ça plantait parce qu'évidemment on l'avait fait que sur le plus et pas sur le multiplier. Donc pareil, si je rentre une valeur et ici une lettre, eh bien il va rien vouloir faire, il plantera pas. Par contre, dès que je rentre quelque chose de correct et que je fais plus, là vous voyez il y a le résultat. Vous remarquez que c'est en grisé, je ne peux pas modifier le résultat. Par contre, si je modifie ici la valeur, je passe à 6, vous remarquez que le total a été effacé parce que il part du principe qu'il ne peut pas avoir un résultat tant que j'ai pas cliqué sur plus ou sur multiplier. Et dès que je fais multiplier par exemple, on obtient bien le bon résultat. Voilà, notre programme
programme fonctionne complètement. Je peux effacer aussi et je peux quitter aussi. On a fait le tour de ce premier exemple. C'était vraiment pour vous donner les bases de la programmation événementielle et pour que vous ayez une petite idée de tout ce qu'on va pouvoir faire maintenant à partir de ces outils. Et évidemment, c'est très agréable de programmer en événementiel parce que c'est tout de suite visuel, c'est graphique, donc c'est bien sympathique et on va aller assez loin dans les possibilités de cette programmation. Donc je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.